Dans l'obscurité glaciale d'une frontière nordique, un soldat romain monte la garde. Son souffle forme des nuages dans l'air glacial, alors qu'il serre sa lance de ses doigts qui s'engourdissent sous leur bandage. Autour de lui, le vent hurle à travers les fortifications, transperçant sa pèlerine de laine comme si elle n'était qu'une simple étoffe. Cette nuit, comme d'innombrables autres le long des frontières de l'Empire, il combat un ennemi plus implacable que n'importe quelle armée barbare. L'historien Tacite consignera plus tard ce qui est arrivé à des soldats comme lui, servant sous les ordres du général Corbulo dans des conditions tout aussi rudes. Beaucoup souffrirent d'engelures à cause de la force du froid, et quelques-uns moururent pendant leur tour de garde, non pas tués par des flèches ou des épées, mais par l'hiver lui-même. C'était la réalité de la vie militaire romaine qui apparaît rarement dans notre imaginaire populaire de légions puissantes conquérant le monde. Quand nous pensons à la Rome antique, nous imaginons des soldats disciplinés marchant en formation parfaite, des combats de gladiateurs dans le Colisée, des temples de marbre scintillant sous le soleil méditerranéen. Pourtant, cette vision occulte une vérité plus sombre sur la vie et la mort dans l'Antiquité. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi l'hiver était un adversaire plus mortel pour les Romains que n'importe quel ennemi humain auquel ils ont été confrontés. Nous révélerons les statistiques choquantes montrant que 40% des soldats romains ne sont pas morts au combat, mais de maladies et de conditions difficiles, la plupart concentrées pendant les rudes mois d'hiver. Vous apprendrez comment 3 des fléaux les plus dévastateurs de l'histoire ont frappé l'Empire romain pendant des périodes froides, tuant des millions de personnes et manquant de mettre la civilisation à genoux. Nous explorerons le fossé saisissant entre les Romains fortunés, profitant de villas chauffées, et les plus démunis, gelant dans des appartements exigus ou dormant sous des escaliers. Vous verrez pourquoi même les puissantes légions romaines se retiraient dans leurs quartiers d'hiver chaque automne, concédant essentiellement leur défaite à la saison. Cette exploration nous mènera des avant-postes gelés du mur d'Adrien aux immeubles insalubres de Rome, des camps militaires en Gaule, aux entrepôts de céréales qui séparaient la population d'une famine de masse. En chemin, nous découvrirons comment le climat, la maladie, la pauvreté et l'approvisionnement alimentaire se sont entremêlés pour créer une crise hivernale qui a coûté plus de vies romaines que des siècles de guerre. La question que nous examinons exige que nous regardions au-delà du champ de bataille pour comprendre ce qui menaçait réellement la survie de Rome. Pourquoi l'hiver était-il plus mortel que la guerre pour les anciens Romains? La réponse ne se limite pas à la météo. Ce que nous allons découvrir est un système complexe et interconnecté où les basses températures déclenchaient des défaillances en cascade dans toute la société romaine. Les maladies prospéraient lorsque les gens s'entassaient à l'intérieur pour chercher la chaleur. Les réserves de nourriture diminuaient lorsque les tempêtes hivernales rendaient le transport maritime impossible. Les pauvres des villes, dépourvus du chauffage le plus élémentaire, étaient directement exposés à un froid mortel. Pendant ce temps, les soldats stationnés loin de chez eux luttaient pour survivre à des conditions que leur corps n'était pas adapté à endurer. Les Romains ont construit de magnifiques aqueducs et routes, conquis des territoires s'étendant sur 3 continents et créé des systèmes juridiques qui nous influencent encore aujourd'hui. Pourtant, face à l'assaut de l'hiver combiné à ces menaces compagnes que sont la maladie et la faim, même le génie de l'ingénierie et la puissance militaire de Rome se sont avérés insuffisants. Ce qui émerge des preuves historiques est un portrait de vulnérabilité qui remet en question nos suppositions sur la résilience antique. Examinons les chiffres qui racontent cette histoire cachée. Les statistiques sont saisissantes. Sur 100 jeunes hommes qui s'engageaient dans une légion romaine pour la durée de service standard de 25 ans, 40 mouraient avant de terminer leur service.
15 autres étaient réformés, renvoyés pour cause de maladie ou de blessure, les rendant inaptes au service. Seuls 45 de ces 100 soldats d'origine survivaient pour recevoir leur prime de retraite et leur concession de terre. Ces chiffres, issus de l'analyse des archives militaires et d'études démographiques par des chercheurs, dont l'historien MacNab, révèlent que rejoindre les légions était extraordinairement dangereux. Ce qui rend ce taux de mortalité particulièrement frappant, c'est que la grande majorité de ces décès n'avaient rien à voir avec le combat. Chaque légion d'environ 5000 hommes pouvait s'attendre à perdre 80 soldats par an à cause de la maladie, et 30 autres rendus invalides par la maladie ou les blessures, même pendant les années sans bataille majeure. Comme l'a résumé un historien sur la réalité de la vie antique, la maladie tout le temps, la famine dans les mauvais moments, et une nourriture pas tout à fait suffisante en temps normal étaient mortelles dans le monde antique. Les ennemis invisibles que sont les microbes, la malnutrition et les intempéries se sont avérés bien plus mortels que les guerriers barbares ou les armées ennemies. Cela nous amène à la question cruciale de savoir de quoi les soldats mouraient réellement. Lorsque nous examinons les pertes au combat, un tableau différent se dessine. Dans les batailles romaines victorieuses, le taux de perte moyen n'était que de 4,2%. Même dans les défaites, lorsque les forces romaines étaient mises en déroute et fuyaient le champ de bataille, le taux de perte était en moyenne de 16%. Sur 9 siècles de guerre quasi constante, de 400 avant notre ère à 500 de notre ère, le nombre total de morts romaines au combat s'élevait à environ 885 000 soldats. Ce chiffre couvre la conquête de l'Italie, les guerres puniques contre Carthage, l'expansion en Gaule et en Germanie, les guerres civiles, les conflits avec les Parthes et les luttes défensives finales contre les peuples migrateurs. Certes, certaines batailles individuelles ont entraîné des pertes catastrophiques. La bataille de Cannes en 216 avant notre ère, où Hannibal a encerclé et détruit une armée romaine, a tué entre 55 000 et 70 000 soldats en une seule journée. De tels désastres ont profondément choqué Rome et sont restés dans les mémoires de l'histoire. Néanmoins, lorsque nous faisons le calcul, une prise de conscience profonde émerge. Si 40% de tous les légionnaires mouraient avant de terminer leur service et que seule une petite fraction de ces décès survenait au combat, alors l'écrasante majorité devait périr d'autres causes. Le calcul est sans appel. La maladie, l'exposition aux éléments et la malnutrition ont tué bien plus de soldats romains que toutes les épées, lances et flèches de leurs ennemis réunis. L'hiver était au cœur de cette crise de mortalité. Le même Tacite qui a rapporté le sort des soldats de Corbulo gelés a décrit des conditions qui tuaient par simple exposition plutôt que par la violence. Les soldats étaient constamment exposés au risque d'engelure et de pieds de tranchée si leurs pieds devenaient humides, un danger particulier étant donné que les sandales militaires romaines offraient une protection limitée contre la neige et la glace. Avant de mettre leurs chaussettes, les soldats expérimentés apprenaient à envelopper leurs jambes et leurs pieds de bandes de tissu pour créer une couche isolante supplémentaire. Même ces précautions s'avéraient insuffisantes dans des conditions sévères. La bataille de la Trébie, livrée pendant le solstice d'hiver de 218 avant notre ère, démontre la capacité de l'hiver à anéantir l'efficacité militaire romaine. Hannibal a délibérément attiré les forces romaines à travers la rivière glaciale de la Trébie pendant une chute de neige. Les soldats ont pataugé dans une eau jusqu'à la poitrine par des températures glaciales, émergeant sur l'autre rive trop frigorifiée pour tenir correctement leurs armes. Beaucoup ont simplement laissé tomber leurs armes, leurs mains trop engourdies pour fonctionner. Il ne s'agissait pas simplement d'un inconfort réduisant l'efficacité au combat. Il s'agissait de conditions environnementales
rendant les soldats physiquement incapables de se battre, transformant des guerriers entraînés en victimes impuissantes. De telles expériences ont appris aux commandants romains que la guerre en hiver devait être évitée à presque tout prix, une leçon qui façonnera la pratique militaire pendant des siècles. La saison des combats romaines s'étendait de fin mars au 19 octobre, une période de 7 mois soigneusement définie qui excluait délibérément le temps le plus froid. Ce n'était pas une préférence culturelle ou une tradition religieuse, bien que les dates aient été marquées par des festivals en l'honneur de Mars, le dieu de la guerre. Le Tubilustrium, le 23 mars, ouvrait officiellement la saison des campagnes, tandis que l'Armilustrium, le 19 octobre, marquait le rangement des armes pour l'hiver. Derrière l'observance religieuse se cachait un calcul purement pratique. Les généraux romains comprenaient que faire campagne dans des conditions hivernales augmentait de manière exponentielle les pertes dues à l'exposition, aux maladies et aux difficultés d'approvisionnement, tout en réduisant l'efficacité au combat. Lorsqu'ils étaient contraints par la nécessité de mener des campagnes d'hiver, les résultats se révélaient généralement désastreux. Les campagnes de César en Gaule fournissent de nombreux exemples des défis de l'hiver, même pour les commandants les plus accomplis de l'histoire. Durant l'hiver de 54 à 53 avant notre ère, les tribus gauloises sous Ambiorix ont attaqué les camps romains précisément parce que les légions étaient dispersées et vulnérables dans leur cantonnement d'hiver. Une mauvaise récolte en 54 avant notre ère a forcé César à disperser plus largement ses légions pour trouver de la nourriture, créant une vulnérabilité que les Gaulois ont exploitée. Les pénuries alimentaires affaiblissaient les soldats alors même qu'ils se blottissaient dans n'importe quel abri qu'ils pouvaient trouver. Une légion a été entièrement anéantie à Atuatuca. La section suivante révèle où ces soldats cherchaient protection à l'arrivée de l'hiver. À l'approche de l'automne, et alors que le festival d'octobre marquait la fin de la saison des campagnes, les armées romaines subissaient une transformation critique. Les tentes en cuir qui abritaient les soldats pendant les campagnes d'été, portables et pratiques pour la guerre de mouvement, cédaient la place à des structures plus substantielles. Les Romains distinguaient les castra aestiva, les camps d'été temporaires, des castra hiberna, les quartiers d'hiver permanents. Dans les provinces du nord de l'Empire, en particulier en Bretagne, et le long des frontières du Rhin et du Danube, les quartiers d'hiver comportaient des casernes en bois ou en pierre, équipées de cheminées et d'une meilleure isolation. Les sources contemporaines décrivent ces bâtiments comme des logements imperméables au vent et à la neige, une nécessité lorsque les températures hivernales chutaient bien en dessous de zéro. La transition de la toile aux murs solides, du camp ouvert à l'abri fortifié, représentait la retraite saisonnière de l'armée romaine. Ce n'était pas de la lâcheté, mais une stratégie de survie basée sur des générations d'expériences amères. Lorsque les légions ne pouvaient pas retourner dans des quartiers d'hiver établis ou se retirer vers des climats plus cléments, elles se dispersaient parmi les villages alliés. Cette pratique servait plusieurs objectifs. Des groupes plus petits pesaient moins lourd sur les réserves alimentaires d'une seule communauté. Cantonner les soldats dans les villages offrait également un meilleur abri que ne le pouvaient des camps d'hiver construits à la hâte. Néanmoins, cette dispersion comportait des risques importants. Des forces éparpillées étaient vulnérables à des attaques coordonnées, comme les chefs gaulois l'ont bien compris lorsqu'ils ont frappé durant cet hiver de 54 à 53 avant notre ère. Les populations locales, forcées de loger et de nourrir les soldats pendant les maigres mois d'hiver, nourrissaient souvent un ressentiment qui pouvait exploser en rébellion. La guerre des Gaules de César relate de multiples cas de quartiers d'hiver attaqués, des villages qui avaient semblé amicaux devenant hostiles une fois les forces romaines divisées et affaiblies par le froid. Même dans la sécurité relative des fortifications d'hiver établies,
les soldats enduraient des conditions bien plus rudes que les lecteurs modernes pourraient l'imaginer. Mieux que les tentes d'été, certes, mais ces quartiers d'hiver n'offraient qu'une protection marginalement supérieure contre le froid brutal qui caractérisait les hivers du nord de l'Europe. C'est peut-être le long du mur d'Adrien, cette remarquable fortification s'étendant sur 73 miles à travers le nord de la Bretagne, que les Romains ont été confrontés aux conditions hivernales les plus difficiles. Ici, environ 9000 soldats tenaient la garnison du mur lui-même, avec 6000 auxiliaires supplémentaires stationnés dans les forts voisins, portant la force frontalière totale à environ 15 000 hommes. Ces troupes gardaient la lisière la plus septentrionale de l'Empire romain, au-delà de laquelle se trouvaient des territoires que les Romains n'ont jamais réussi à conquérir ou à contrôler. Les fouilles archéologiques le long du mur ont révélé des preuves fascinantes de la manière dont les soldats se sont adaptés à des conditions totalement différentes de tout ce que la plupart avaient connu avant de rejoindre les légions. D'énormes chaussures en cuir, équivalentes à une pointure 14 moderne, ont été découvertes, leur taille reflétant le besoin d'une isolation épaisse contre le temps britannique glacial et humide. Les soldats apprenaient à superposer des chaussettes sous leurs sandales traditionnelles, créant ainsi des chaussures d'hiver de fortune. Les nombreux foyers et fours trouvés dans les fortins excavés témoignent du besoin désespéré de chaleur des soldats. Les preuves suggèrent que les feux brûlaient presque constamment pendant les mois d'hiver. Ce qui rend la garnison du mur d'Adrien particulièrement remarquable, c'est la diversité des origines des soldats qui y étaient stationnés. Les régiments auxiliaires venaient d'Espagne, de Roumanie, de Belgique, de Syrie et d'Afrique du Nord. Imaginez être un soldat recruté en Syrie, sous un soleil de plomb, habitué à la chaleur du désert, soudainement posté sur une lande britannique gelée, où des vents glacials poussaient la pluie horizontalement et où l'obscurité hivernale durait la majeure partie de la journée. L'historien Tacite, écrivant sur la Germanie, observait que personne ne souhaiterait migrer vers un climat aussi horrible que celui du nord de l'Europe, à moins que ce ne soit sa patrie. Pour les soldats qui n'avaient pas le choix de leur affectation, l'endurance devenait la vertu primordiale. Ces hommes ont conquis par la logistique et l'adaptation autant que par la prouesse au combat. Ils ont construit des systèmes d'approvisionnement qui pouvaient fonctionner toute l'année, développer des vêtements et des équipements adaptés aux conditions locales et créer des infrastructures qui projetaient la puissance romaine dans des environnements hostiles. Pourtant, même avec toutes ces adaptations, l'hiver réduisait les puissantes légions de forces militaires offensives à des survivants défensifs, essayant simplement de tenir jusqu'au printemps. Le cycle annuel d'avancée en été et de retraite en hiver définissait le rythme de la vie sur les frontières nord de Rome. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres au sud, une population encore plus nombreuse affrontait la fureur de l'hiver, dans des circonstances très différentes. Au IIe siècle de notre ère, Rome avait atteint environ 1 million d'habitants, ce qui en faisait la plus grande ville du monde occidental et l'une des plus grandes de la planète. Cette concentration urbaine massive a créé ce que les démographes modernes appellent un puits démographique, une population où les taux de mortalité dépassaient constamment les taux de natalité. Seule une migration constante depuis les campagnes empêchait la population de la ville de s'effondrer. Les statistiques brossent un tableau sombre de la mortalité urbaine. Entre juillet et octobre seulement, environ 30 000 personnes mouraient à Rome chaque année. Ce chiffre représente les décès pendant les mois chauds relativement plus sains, lorsque les maladies respiratoires étaient moins répandues. La mortalité hivernale, bien que des ventilations saisonnières spécifiques n'aient pas survécu dans les archives historiques, aurait été considérablement plus élevée. L'espérance de vie moyenne de la ville oscillait autour de 20 ans, certaines estimations allant jusqu'à 30 ans selon la classe sociale et l'emplacement dans la ville.
Ces chiffres reflètent une mortalité infantile catastrophique. Entre 30 et 35% des nourrissons mouraient avant leur premier anniversaire et environ 40 à 45% des enfants étaient morts à l'âge de 5 ans. Sur 100 bébés nés à Rome, seuls 50 verraient leur 10e anniversaire. Les plus démunis comptaient environ 300 000 âmes, soit près d'un tiers de la population totale. Pour ces Romains, l'hiver représentait une crise de survie annuelle. Comprendre le fossé entre les riches et les pauvres est crucial, car il révèle comment Rome était essentiellement deux mondes différents, partageant la même géographie. La minorité privilégiée jouissait de merveilles technologiques qui offraient un réel confort, tandis que les masses enduraient des conditions à peine meilleures que celles des sans-abri. Cette disparité n'était pas simplement une question de confort contre inconfort. C'était littéralement la différence entre la vie et la mort pour des milliers de personnes chaque hiver. Les Romains fortunés possédaient l'une des technologies de chauffage les plus sophistiquées de l'Antiquité: le système d'hypocauste. Cet arrangement ingénieux utilisait un four pour faire circuler de l'air chaud dans des chambres creuses sous les dalles du sol et à travers des tuyaux encastrés dans les murs. Le résultat était une chaleur rayonnante qui chauffait des pièces entières par le bas et sur les côtés, créant des espaces de vie confortables même au cœur de l'hiver. Cependant, ce système avait un coût énorme. Faire fonctionner un hypocauste en continu tout l'hiver nécessitait environ 114 tonnes de bois par an. Les exigences en main-d'œuvre étaient tout aussi importantes. Des esclaves devaient constamment s'occuper du four, l'alimenter en combustible jour et nuit, enlever les cendres, maintenir une bonne circulation de l'air. Seuls les plus riches pouvaient s'offrir une telle extravagance. Les hypocaustes fonctionnaient principalement comme des symboles de statut, des démonstrations d'opulence qui séparaient l'élite de tous les autres. Le plus souvent trouvés dans les villas de luxe et les complexes de bains publics, ces systèmes de chauffage représentaient une technologie accessible à peut-être 1% de la population de Rome. Pour les 99 autres pourcents, l'hiver signifiait quelque chose de complètement différent. Les pauvres habitaient dans des insulae, des immeubles d'appartements de plusieurs étages qui dominaient le paysage urbain de Rome. Ces structures pouvaient s'élever jusqu'à 70 pieds de haut avant qu'Auguste ne décrète cette hauteur maximale pour empêcher des constructions encore plus hautes après de nombreux effondrements mortels. Construites principalement en bois et en briques, les insulae étaient notoirement sujettes aux incendies et aux défaillances structurelles. Les bâtiments n'offraient ni chauffage ni isolation contre le froid de l'hiver. Les descriptions contemporaines les caractérisent systématiquement comme froides et humides pendant les mois d'hiver. De nombreuses pièces intérieures n'avaient pas de lumière naturelle et l'eau courante, si elle était disponible, ne parvenait qu'aux appartements du rez-de-chaussée. La plupart des résidents montaient l'eau sur plusieurs volets d'escalier depuis les fontaines publiques. La ventilation était mauvaise, et les déchets humains s'accumulaient dans des fosses d'aisance qui rendaient l'air nauséabond. Les étages supérieurs, bien que les moins chers et les plus accessibles aux pauvres, étaient simultanément les plus dangereux lors des incendies ou des effondrements. Pour se chauffer, les habitants comptaient sur des braseros à charbon, essentiellement d'anciens foyers qui fournissaient une chaleur minimale tout en remplissant les pièces de fumée. Les murs de pierre épais offraient un certain avantage, emprisonnant la chaleur absorbée par le soleil pendant la journée. Malheureusement, les fenêtres n'avaient pas de vitres, laissant la chaleur s'échapper constamment par des ouvertures non vitrées. Les résidents faisaient face à un choix: fermer les volets et s'asseoir dans l'obscurité, ou les laisser ouverts et gelés. La plupart faisaient un compromis, couvrant partiellement les ouvertures avec du tissu ou du bois. L'environnement qui en résultait était insalubre à tout point de vue. La fumée endommageait les poumons, le froid affaiblissait le système immunitaire, l'humidité favorisait les maladies
et la promiscuité propageait rapidement les infections. Chaque hiver, des milliers de personnes mouraient dans ces bâtiments, leurs décès non enregistrés et non pleurés, sauf par leur famille immédiate. Tous les pauvres de Rome ne pouvaient même pas se permettre ces logements misérables. En dessous des habitants des insulae existait une population encore plus désespérée. Les sans-abri et ceux qui habitaient dans des cellae, des logements informels dépourvus de toits appropriés, de murs solides ou d'une ventilation adéquate. Ces Romains dormaient partout où ils pouvaient trouver un abri précaire. Sous les escaliers des insulae, blottis entre les colonnes des portiques, le long des rives du Tibre, partout où une protection minimale contre le vent et la pluie était offerte. Les cellas étaient généralement loués à la journée, plusieurs familles partageant des espaces exigus. Les occupants cuisinaient sur des braseros intérieurs de fortune, créant des risques d'incendie et remplissant l'air déjà vicié de plus de fumée. Les observateurs contemporains notaient que la véritable misère dans le monde antique était probablement une condition fatale et insoutenable. Ce n'était pas de la rhétorique, mais une réalité démographique. Les plus démunis survivaient rarement longtemps, surtout en hiver. L'exposition directe aux températures glaciales, combinée à la malnutrition et aux problèmes de santé existants, créait un piège mortel. Nous n'avons aucune statistique sur le nombre de Romains sans-abri qui mouraient chaque hiver. Ils n'ont laissé aucune archive, aucun monument, seulement des traces occasionnelles dans les archives archéologiques. Le silence lui-même en dit long sur leur marginalisation. C'étaient les victimes invisibles de Rome, des gens dont la vie et la mort importaient si peu aux archives historiques qu'ils ont disparu sans laisser de traces. Pourtant, ils se comptaient par milliers, peut-être des dizaines de milliers dans les villes de l'Empire, et l'hiver les tuait avec une efficacité impitoyable. Bientôt, nous découvrirons comment la maladie aggravait la létalité de l'hiver. Des recherches archéologiques récentes, combinant les données climatiques des carottes de glace avec les archives historiques, ont révélé un schéma frappant. Les 3 épidémies de peste les plus dévastatrices de l'histoire romaine se sont produites pendant des périodes de froid prononcé. Entre 165 et 180 de notre ère, pendant une phase climatique froide et sèche, la peste antonine a balayé l'Empire. De nouveau, entre 245 et 274 de notre ère, une autre période froide a coïncidé avec la peste de Cyprien. Après 500 de notre ère, la peste de Justinien a frappé pendant une autre phase de refroidissement. Cette corrélation n'est pas une coïncidence. Les changements climatiques n'ont pas directement causé ces pandémies, mais ils ont créé des conditions qui ont rendu les épidémies massives plus probables et plus mortelles. Le mécanisme impliquait de multiples facteurs interconnectés. La baisse des températures a perturbé la production alimentaire, entraînant une réduction des récoltes et une augmentation de la malnutrition. Les changements dans les populations de nuisibles, en particulier les rats et les moustiques, ont modifié les schémas de transmission des maladies. Des changements climatiques de seulement 1 à 3 degrés Celsius sur des échelles de temps décennales ont considérablement mis à rude épreuve les sociétés antiques, selon l'analyse paléoclimatique moderne. Les populations affaiblies par la faim et le froid sont devenues beaucoup plus sensibles aux maladies infectieuses, tandis que les maladies elles-mêmes devenaient souvent plus virulentes ou se propageaient plus facilement lorsque les gens s'entassaient à l'intérieur pour chercher la chaleur. La peste antonine, nommée d'après la dynastie régnante lorsqu'elle a frappé, fut la première et peut-être la plus dévastatrice de ces pandémies associées au climat. Arrivée vers 165 de notre ère et persistant jusqu'en 180 de notre ère, elle a coïncidé précisément avec une période froide et sèche documentée. Le bilan des morts reste incertain, avec des estimations allant de 2% à 33% de la population totale de l'Empire. En chiffres absolus,
Cela se traduit par entre 1,5 million et 25 millions de morts, une fourchette énorme qui reflète la pauvreté des archives statistiques qui nous sont parvenues de l'Antiquité. Néanmoins, même les estimations les plus basses représentent une mortalité catastrophique. Lorsque la peste est réapparue en 189 de notre ère, les sources contemporaines font état de 2000 morts par jour, rien qu'à Rome. Parmi ceux qui contractaient la maladie, environ 25% mouraient, un taux de mortalité qui submergerait n'importe quel système de santé. Les chroniqueurs antiques ont décrit l'armée comme étant réduite presque à l'extinction par le bilan de la peste. Cette phrase, bien que probablement hyperbolique, indique que les unités militaires ont subi des pertes dévastatrices, ce qui a rendu la peste antonine particulièrement destructrice d'un point de vue militaire. C'est la façon dont elle s'est propagée le long des lignes d'approvisionnement et des voies de communication. Les armées romaines dépendaient de vastes réseaux logistiques qui déplaçaient des céréales, de l'équipement et des soldats de remplacement sur de grandes distances. Ces mêmes réseaux sont devenus des voies de transmission de la maladie. Une infection, arrivant à un fort frontalier par la chaîne d'approvisionnement, pouvait se propager dans la garnison en quelques semaines, puis passer aux colonies civiles, puis se déplacer le long du convoi de ravitaillement suivant vers un autre fort. En quelques mois, la maladie pouvait traverser tout l'Empire. Les légions affaiblies par la maladie ne pouvaient pas défendre efficacement les frontières. Les commandants devaient retirer des troupes de la défense active pour soigner les malades. La formation des recrues devenait impossible lorsque les formateurs mouraient. L'impact militaire de la peste s'est étendu bien au-delà des décès immédiats. Elle a dégradé la capacité militaire romaine pendant des années, peut-être des décennies, alors que les légions luttaient pour remplacer l'expertise et l'expérience perdues. Cela démontre l'interconnexion que nous explorerons plus en profondeur plus tard. La perturbation climatique a entraîné un stress alimentaire qui a augmenté la susceptibilité aux maladies, ce qui a provoqué un effondrement militaire, laissant l'Empire vulnérable aux menaces extérieures. La peste antonine a illustré comment des ennemis invisibles, agissant en combinaison, pouvaient presque accomplir ce qu'aucune armée humaine n'avait réussi. Mettre Rome à genoux. La peste de Cyprien, qui a frappé entre 249 et 270 de notre ère, avec sa phase principale de 251 à 266 de notre ère, est arrivée pendant une autre phase climatique froide et sèche. Nommé d'après saint Cyprien, l'évêque de Carthage, qui a laissé des descriptions détaillées de l'épidémie, cette pandémie a atteint des taux de mortalité de pointe encore plus horribles. Au pire de la crise, 5000 personnes mouraient chaque jour à Rome. Pour comprendre la signification de ce nombre, considérez que cela signifie un décès environ toutes les 17 secondes, jour après jour, semaine après semaine. L'infrastructure de la ville pour l'élimination des morts s'est complètement effondrée. Les corps s'entassaient dans les rues. La peste de Cyprien a frappé pendant la crise du IIIe siècle, une période où l'Empire romain s'est fragmenté politiquement, avec de multiples prétendants au trône impérial et diverses régions faisant sécession sous des dirigeants distincts. Les historiens continuent de débattre pour savoir si la peste a causé la crise politique ou si la crise politique a permis la propagation de la peste. La réponse est presque certainement les deux. L'instabilité politique a perturbé l'approvisionnement alimentaire et les mouvements de population, créant des conditions favorables à la maladie. Simultanément, la peste a tué des collecteurs d'impôts, des soldats, des administrateurs et des agriculteurs, rendant une gouvernance efficace impossible et aggravant le chaos politique. Les conditions hivernales ont exacerbé une situation déjà désespérée. Le même refroidissement climatique qui a contribué à déclencher les épidémies a également rendu les hivers plus rudes. Les réserves de nourriture, déjà mises à rude épreuve par les pénuries de main-d'œuvre agricole dues à la peste, sont devenues plus précaires. Les populations urbaines, affaiblies par la malnutrition et la maladie,
ont affronté l'hiver sans chauffage ni abri adéquat. Les effets cumulés ont tué bien plus de personnes qu'un seul facteur ne l'aurait fait seul. Cette synergie entre le froid, la faim et la maladie révèle pourquoi l'hiver était si mortel. Chaque problème intensifiait les autres dans un cercle vicieux que les sociétés de l'époque ne pouvaient pas briser. La médecine moderne comprend comment la malnutrition affaiblit le système immunitaire, comment le stress dû au froid rend les infections plus dangereuses, comment la promiscuité propage les maladies. Les Romains, dépourvus de ces connaissances, ne pouvaient qu'endurer et espérer que chaque hiver serait d'une manière ou d'une autre survivable. Pour des millions, il ne l'a pas été. Alors que les pestes captaient l'attention des chroniqueurs antiques avec leur bilan de morts spectaculaires, un tueur plus insidieux opérait silencieusement dans tout le monde romain. L'anthracose, une maladie pulmonaire chronique causée par la pollution au carbone, affligeait riches et pauvres, bien que les pauvres en souffraient de manière disproportionnée. Cette condition résultait d'une exposition constante à la fumée intérieure. Les lampes à huile, les feux de cuisson et les braseros de chauffage produisaient tous de la fumée qui s'accumulait dans les espaces clos. Sans comprendre l'importance de la ventilation, les Romains scellaient généralement les bâtiments contre le froid, piégeant la fumée à l'intérieur. L'analyse moderne de restes squelettiques de l'époque romaine montre des preuves d'une réduction chronique de la fonction de l'épithélium respiratoire cilié, les tissus délicats qui tapissent les voies respiratoires. Ces dommages augmentaient les maladies inflammatoires dans tout le système pulmonaire, laissant les poumons vulnérables aux infections. Le parallèle avec la pollution de l'air moderne est frappant. Avant les réglementations sur la qualité de l'air au XXe siècle, les populations urbaines des nations industrialisées présentaient des schémas similaires de dommages respiratoires dus à la fumée de charbon et aux émissions industrielles. La pollution de l'air de Rome provenait de sources différentes, mais causait des dommages comparables. Les riches, malgré de meilleurs logements et systèmes de chauffage, n'étaient pas à l'abri. Les villas chauffées par Hippocauste utilisaient toujours des lampes à huile pour l'éclairage après la tombée de la nuit. Les cuisines produisaient de la fumée de cuisson qui s'infiltrait dans les espaces de vie. Cependant, les maisons de l'élite offrèrent des avantages cruciaux. Des plafonds plus hauts qui permettaient à la fumée de s'élever loin des habitants, plus d'espace réduisant la concentration de polluants et la possibilité de se retirer dans différentes pièces lorsque la fumée devenait problématique. Les pauvres dans leurs insulae exigus n'avaient aucune de ces options. Les familles dans des pièces uniques cuisinaient, chauffaient et éclairaient leur espace en utilisant les mêmes braseros, créant des concentrations de fumée qui seraient considérées comme extrêmement dangereuses selon les normes de santé au travail moderne. Le manque total de compréhension de la ventilation signifiait que les gens aggravaient activement les conditions en scellant chaque fissure et ouverture pour conserver la chaleur. Ils s'empoisonnaient lentement en essayant de rester au chaud. La tuberculose représentait une menace respiratoire encore plus grande. Cette infection contagieuse courante attaque principalement les poumons, provoquant une toux chronique, des douleurs thoraciques, des crachats sanglants, de la fièvre et un dépérissement progressif. Les preuves archéologiques montrent que la tuberculose existait dans la région méditerranéenne à des niveaux endémiques depuis des millénaires. Cependant, le développement de centres urbains densément peuplés pendant la période romaine a vu la prévalence de la tuberculose augmenter de manière significative. Les insulae surpeuplées de Rome et d'autres grandes villes fournissaient des terrains de reproduction parfaits pour une maladie qui se propage par des particules en suspension dans l'air lorsque les individus infectés toussent ou éternuent. L'hiver forçait les gens à s'enfermer dans des espaces confinés où la transmission s'accélérait. L'épidémiologie moderne confirme que la tuberculose se propage le plus efficacement dans des espaces mal ventilés et surpeuplés, précisément les conditions qui caractérisaient la plupart des logements romains en hiver. Contrairement à la peste,
qui tuait rapidement et de manière spectaculaire, la tuberculose mettait souvent des années à tuer ses victimes. Cette nature chronique la rendait moins visible historiquement que les épidémies de peste, mais potentiellement plus mortelle en termes cumulés. Un jeune contractant la tuberculose à 20 ans pouvait dépérir pendant 5 ou 10 ans, connaissant un déclin progressif, devenant incapable de travailler, épuisant les ressources familiales et infectant peut-être les membres de sa famille avant de finalement mourir. La tuberculose démontrait également la distinction cruciale entre les perspectives de survie des riches et des pauvres. Les Romains riches, avec une meilleure nutrition, plus d'espace de vie et la capacité d'isoler les membres malades de la maisonnée, avaient des résultats nettement meilleurs. Les Romains pauvres, mal nourris, entassés et incapables de se permettre du repos ou des aliments spéciaux, mouraient à des taux beaucoup plus élevés. D'autres menaces respiratoires comprenaient la brucellose, diverses formes de pneumonie et des infections bronchiques chroniques qui s'aggravaient toutes pendant les mois d'hiver lorsque les systèmes immunitaires stressés par le froid se révélaient moins capables de combattre l'infection. L'analyse archéologique de restes squelettiques provenant de cimetières romains montre des preuves répandues de tuberculose et d'autres maladies respiratoires. Des lésions sur les os, en particulier les côtes et les vertèbres, indiquent une infection tuberculeuse à long terme. La fréquence de ces marqueurs confirme que les maladies respiratoires étaient endémiques dans tout le monde romain, tuant de manière constante, année après année, plutôt que par des épidémies spectaculaires. Il n'existait aucun traitement efficace. Les médecins romains pouvaient offrir des soins palliatifs, peut-être en déplaçant les patients vers des climats plus chauds et plus secs, si la famille pouvait se le permettre, mais rien qui ne s'attaquait à l'infection sous-jacente. L'hiver, avec ses conditions froides et humides et son confinement forcé à l'intérieur, transformait chaque infection respiratoire en une condamnation à mort potentielle. Ensuite, nous nous tournons vers un autre défi hivernal fondamental: assurer un approvisionnement alimentaire adéquat. Entre 509 et 384 avant notre ère, la famine a frappé Rome environ une fois tous les 9 ans. Cette fréquence était déjà terrible, mais elle représentait une période relativement faste. Pendant la période de 123 à 50 avant notre ère, la fréquence des famines est passée à une fois tous les 5 ans, un pic désastreux. Tout au long de la fin de la République, les crises alimentaires, définies soit comme une grave pénurie, soit comme des prix dépassant ce que les gens du commun pouvaient se permettre, se produisaient environ une fois tous les 4 ans. Derrière ces statistiques se cachait une baisse de la productivité agricole. Les sols de l'Italie, intensivement cultivés pendant des siècles, s'épuisaient. La déforestation pour la construction navale et la construction a réduit les précipitations et augmenté l'érosion. La variabilité climatique signifiait que les mauvaises récoltes devenaient plus courantes. La combinaison a produit une malnutrition généralisée. Lorsque l'on demandait aux Romains ce qu'ils craignaient le plus, la faim figurait parmi les principales préoccupations, bien plus immédiates que l'invasion barbare ou l'instabilité politique. Les crises alimentaires affectaient les gens de manière inégale. Les riches possédaient des terres qui produisaient de la nourriture indépendamment des prix du marché. Ils maintenaient des stocks de céréales, d'huile et de vin qui pouvaient leur permettre de traverser les pénuries. Beaucoup possédaient plusieurs propriétés et pouvaient se déplacer vers des régions mieux approvisionnées si nécessaire. Les pauvres, ouvriers, artisans, chômeurs, n'avaient aucune de ces options. Ils vivaient au jour le jour, achetant de la nourriture quotidiennement avec des salaires qui suffisaient à peine en temps normal. Lorsque les prix montaient en flèche pendant les pénuries, ils avaient simplement faim. La malnutrition affaiblissait leur système immunitaire déjà compromis, les rendant plus sensibles aux maladies dont nous avons parlé. Un travailleur qui aurait pu survivre à une pneumonie en étant bien nourri pouvait mourir de la même infection en étant mal nourri. Ainsi,
L'approvisionnement alimentaire influençait directement les taux de mortalité pendant l'hiver, lorsque les infections respiratoires atteignaient leur pic et que le stress dû au froid augmentait les besoins caloriques. La solution de Rome à la crise alimentaire était monumentale en termes d'échelle et de sophistication. L'annone, le système d'approvisionnement en céréales contrôlé par l'État. Au IIe siècle de notre ère, Rome importait la quasi-totalité des céréales que son million d'habitants consommaient. La source principale était l'Égypte, en particulier les terres agricoles fertiles du delta du Nil. L'Afrique du Nord, la Sicile et la Sardaigne fournissaient des approvisionnements supplémentaires. Ces céréales voyageaient par bateau à travers la Méditerranée, un voyage qui pouvait prendre des semaines dans des conditions favorables, mais devenait extrêmement dangereux ou impossible pendant les tempêtes d'hiver. La navigation en Méditerranée antique cessait essentiellement entre novembre et mars, lorsque les tempêtes, la mauvaise visibilité et les vents imprévisibles rendaient les voyages en mer suicidaires. L'approvisionnement alimentaire de Rome dépendait absolument du stockage de suffisamment de céréales pendant la saison de navigation pour durer tout l'hiver et le début du printemps. L'infrastructure requise était stupéfiante. Au IVe siècle de notre ère, Rome possédait 290 greniers et entrepôts, plus 254 boulangeries. Les auréas, des entrepôts à grains spécialisés, présentaient une conception sophistiquée. Plusieurs étages, des systèmes de ventilation pour éviter la détérioration, des planchers surélevés pour protéger contre l'humidité et les rats, et une protection contre les incendies. L'ensemble du système fonctionnait sous la réglementation de l'État. Une seule perturbation grave, une mauvaise récolte en Égypte, une flotte détruite par les tempêtes, un incendie d'entrepôt, pouvaient déclencher une famine de masse. L'hiver représentait la période la plus dangereuse, car aucun nouvel approvisionnement ne pouvait arriver si les stocks de céréales venaient à manquer. La distribution de céréales illustre à la fois la sophistication de Rome et ses calculs politiques. Environ 200 000 citoyens mâles adultes recevaient des céréales gratuites ou fortement subventionnées. Jules César a réduit ce nombre à 150 000 en 46 avant notre ère, tandis qu'Auguste a stabilisé le nombre à 200 000. Au IIIe siècle de notre ère, les autorités sont passées de la distribution de céréales à la distribution de pain, une modification qui rendait la distribution plus difficile à revendre ou à stocker. Le poète romain Juvénal a résumé cyniquement la stratégie politique, du pain et des jeux. Garder les pauvres des villes nourris et divertis, et ils ne se révolteront pas ou ne soutiendront pas les démagogues promettant un changement radical. Ce système a largement fonctionné. Rome a connu étonnamment peu d'émeutes de la faim compte tenu de sa taille et de la précarité de son approvisionnement alimentaire. Cependant, la distribution avait ses limites. Elle ne couvrait que les citoyens mâles adultes, soit peut-être 20% de la population totale. Les femmes, les enfants, les esclaves et les nombreux résidents non citoyens ne recevaient rien. Ces groupes dépendaient de l'achat de nourriture au prix du marché. En hiver, lorsque les réserves de céréales stockées diminuaient, les prix montaient en flèche. Les pauvres qui n'étaient pas éligibles à la distribution faisaient face au désespoir. Le lien avec l'approvisionnement militaire complète le tableau. Les légions avaient également besoin de livraison de céréales. Une légion de 5000 hommes consommait d'énormes quantités de nourriture. Multipliés par des dizaines de légions stationnées dans tout l'Empire, les besoins alimentaires militaires rivalisaient avec les besoins civils de Rome. Les mêmes réseaux de transport, la même infrastructure de stockage, la même vulnérabilité aux tempêtes d'hiver affectaient à la fois les populations militaires et civiles. Un hiver rigoureux qui empêchait les navires de naviguer pouvait simultanément affamer les civils à Rome et les soldats sur des frontières lointaines. La survie de l'Empire dépendait du fonctionnement suffisamment fiable de la navigation méditerranéenne
pour acheminer les céréales d'Égypte et d'Afrique vers les points de consommation en Italie et dans les provinces frontalières. L'hiver était le moment où ce système était mis à rude épreuve. Chaque année, les administrateurs calculaient si les réserves stockées dureraient. Chaque année, les pauvres se demandaient s'ils survivraient jusqu'au printemps. Cette crise annuelle a perduré pendant des siècles, une vulnérabilité structurelle que Rome n'a jamais complètement résolue. Parallèlement à la pénurie alimentaire, les maladies environnementales constituaient une autre menace permanente que les conditions hivernales exacerbaient. Au sud-est de Rome, entre la mer Tyrrhénienne et les contreforts des Apennins, se trouvaient les marais pontins. Cette région était impaludée depuis la fin de la République romaine et l'Est restait jusqu'à l'ère moderne. Les marais ont effectivement empêché l'expansion de Rome vers le sud. Connue à l'origine sous le nom de champs pontins, la zone est devenue marécageuse après qu'une déforestation extensive a modifié la nappe phréatique. La construction de la Via Appia, la célèbre route commencée en 312 avant notre ère et achevée vers 308 avant notre ère, a encore perturbé les schémas de drainage naturel. Les ingénieurs ont creusé un canal le long de la route, mais ce canal, combiné à d'autres changements de drainage, a involontairement créé des zones de reproduction parfaites pour les moustiques. L'eau stagnante et peu profonde pendant les mois chauds a favorisé des populations massives de moustiques. Les Romains appelaient la maladie malaria, mauvais air, croyant que des vapeurs toxiques s'élevant des marais causaient la maladie. Cette théorie des miasmes était fausse sur le mécanisme, mais juste sur l'association géographique. Un point de référence de 1928 fournit un contexte glaçant. Des chercheurs ont découvert que 80% des personnes passant ne serait-ce qu'une seule nuit dans les marais pontins étaient infectées par le paludisme. Si ce taux d'infection persistait depuis l'Antiquité, cela explique pourquoi la réputation de létalité de la région était bien fondée. Les pauvres, désespérés de trouver la moindre opportunité, tentaient de cultiver des terres dans les marais, malgré la connaissance des risques. Pour beaucoup, c'était une condamnation à mort. Les zones marécageuses sont devenues des puits de population où les gens mouraient plus vite que les nouveaux arrivants ne pouvaient les remplacer. Mais la pauvreté et le manque de terre continuaient d'attirer les désespérés à tenter leur chance. Le paludisme est saisonnier, avec un pic de transmission pendant les mois chauds, lorsque les moustiques se reproduisent le plus activement. L'hiver apportait un répit, alors que les populations de moustiques s'effondraient. Cela pourrait sembler contredire notre thèse sur la létalité de l'hiver. Néanmoins, le lien devient clair lorsque nous considérons la santé globale. L'infection paludéenne chronique affaiblit le système immunitaire, endommage les organes et réduit la résilience physique. Les individus qui survivaient aux infections paludéennes pendant l'été et l'automne entraient dans l'hiver avec une santé compromise, devenant plus vulnérables aux infections respiratoires, moins capables de tolérer le stress dû au froid et plus susceptibles de mourir de conditions qui ne les auraient peut-être pas tués autrement. Les Romains faisaient face au paludisme, à la tuberculose, à la typhoïde et à la gastro-entérite comme des menaces constantes, selon les historiens de la médecine. Diverses maladies atteignaient leur pic à différentes saisons, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas de saison saine où les corps pouvaient récupérer. Au lieu de cela, une menace succédait à une autre dans une succession sans fin. La modification de l'environnement, un domaine où les Romains excellaient, a souvent aggravé le fardeau des maladies. La déforestation destinée à créer des terres agricoles a modifié les régimes de précipitation et créé une érosion qui a produit des conditions marécageuses. La construction de routes qui facilitaient les mouvements militaires et commerciaux a également perturbé le drainage. Les aqueducs qui approvisionnaient les villes en eau potable créaient parfois des bassins d'eau stagnante,
où les moustiques se reproduisaient. Les Romains possédaient des capacités d'ingénierie remarquables, construisant des bâtiments, des routes et des systèmes d'adduction d'eau qui ont fonctionné pendant des siècles. Pourtant, cette même prouesse s'est parfois retournée contre eux lorsque les interventions ont produit des conséquences imprévues. Les marais pontins sont restés impaludés jusqu'aux années 1930, lorsque des projets de drainage modernes, et le DDT, ont finalement éliminé les populations de moustiques. Pendant 2 millénaires, la maladie a tué en toute impunité à quelques kilomètres seulement de la capitale de l'Empire. Cela résume le paradoxe de Rome. Capable de conquérir des royaumes, mais incapable de conquérir les marais à sa porte. Nous pouvons maintenant examiner comment tous ces facteurs se sont combinés. L'hiver ne tuait pas les Romains seuls. Il agissait plutôt comme un catalyseur et un amplificateur pour toutes les autres menaces que nous avons examinées. La crise interconnectée fonctionnait ainsi. Le froid poussait les gens à l'intérieur, où la promiscuité dans des espaces mal ventilés accélérait la transmission des maladies. L'hiver rendait le transport de nourriture par bateau impossible, forçant la dépendance à des céréales stockées qui étaient souvent insuffisantes, conduisant à la malnutrition qui augmentait la vulnérabilité aux maladies. Les feux de chauffage remplissaient les pièces de fumée qui endommageaient les systèmes respiratoires, rendant la pneumonie et d'autres infections pulmonaires plus mortelles. L'hiver immobilisait les forces militaires, les empêchant de défendre les lignes d'approvisionnement et laissant les régions frontalières vulnérables aux raids qui perturbaient la production alimentaire. Les pauvres des villes, dépourvus de toute forme de chauffage, étaient directement exposés à un froid qui tuait par hypothermie et engelure. Chaque élément renforçait les autres dans un cercle vicieux. La vulnérabilité systémique est devenue la plus grande faiblesse de Rome. Considérez la chaîne de causalité pendant une année de peste qui coïncidait avec un hiver rigoureux. Le climat froid a perturbé les récoltes. Les mauvaises récoltes ont fait grimper les prix des denrées alimentaires. La malnutrition a affaibli les systèmes immunitaires. La maladie est arrivée et s'est propagée rapidement dans des logements surpeuplés et mal ventilés. Les malades ne pouvaient pas travailler ou fuyaient les villes, perturbant davantage la production et la distribution de nourriture. Le recrutement et l'efficacité militaire ont diminué à mesure que les soldats mouraient ou tombaient malades. La présence militaire réduite a encouragé les raids frontaliers. Les raids ont détruit davantage de fermes et perturbé les réserves alimentaires restantes. L'aggravation de la faim a affaibli davantage de personnes. Le cycle continuait, chaque problème aggravant les autres. Les Romains comprenaient des bribes de ce système. Ils construisaient des quartiers d'hiver pour les soldats, maintenaient des réserves de céréales et ont établi l'annone. Cependant, ils ne pouvaient pas saisir l'ensemble du réseau interconnecté car il manquait des connaissances nécessaires pour comprendre la transmission des maladies, les besoins nutritionnels et l'impact du climat sur la santé. Les chiffres ne mentent pas, et revenir à nos statistiques d'ouverture permet de brosser un tableau complet. 40% des soldats sont morts de causes non liées au combat, concentrées principalement pendant les mois d'hiver. 3 pestes catastrophiques, tuant des millions de personnes, ont frappé pendant des périodes froides. La mortalité urbaine annuelle atteignait 30 000 personnes ou plus, même pendant les années normales. Les crises alimentaires se produisaient tous les 4 à 5 ans à la fin de la République, chaque crise s'aggravant pendant l'hiver. Lorsque nous comparons cela aux morts au combat, le contraste devient saisissant. La bataille de Cannes, l'une des défaites romaines les plus catastrophiques de l'histoire, a tué entre 55 000 et 70 000 soldats. La peste antonine, une seule épidémie, a tué entre 1,5 et 25 millions de personnes. Un seul événement de peste a produit des pertes équivalentes à des décennies de guerre intensive. La bataille d'Arosio en 105 avant notre ère, où des tribus germaniques ont détruit 2 armées romaines, a tué peut-être 80 000 soldats
et 40 000 suiveurs de camp. Dévastateur, certes, mais l'usure annuelle due à la maladie et à la malnutrition dans toutes les légions produisait des pertes comparables tous les quelques années, sans que personne ne livre bataille. Le calcul est sans appel. L'hiver, agissant par l'intermédiaire de ces tueurs compagnons que sont la maladie, la faim et l'exposition, a coûté plus de vies romaines que tous les barbares, carthaginois, parthes et adversaires des guerres civiles réunies. Le véritable défi annuel de Rome n'était pas de vaincre les tribus germaniques ou les armées perses. C'était de survivre jusqu'au printemps. Chaque hiver représentait un siège qui durait des mois, pendant lequel des ennemis invisibles attaquaient de l'intérieur. Les légions pouvaient marcher à la rencontre des invasions barbares. Les généraux pouvaient concevoir des tactiques pour surpasser des effectifs supérieurs. Les diplomates pouvaient négocier avec des puissances hostiles. Contre l'hiver et sa cascade de conséquences, les Romains n'avaient pas d'outils comparables. Ils ne pouvaient qu'endurer, s'adapter lorsque c'était possible, et espérer que chaque hiver ne serait pas celui qui finirait par briser l'Empire. Le fait qu'ils aient réussi pendant des siècles malgré ces vulnérabilités représente peut-être l'accomplissement le plus impressionnant de Rome, plus grand que n'importe quelle victoire militaire. En regardant en arrière d'un point de vue moderne, les défis auxquels les Romains étaient confrontés semblent à la fois étrangers et familiers. Nous ne connaissons plus de taux de mortalité urbaine approchant ceux de la Rome antique. La médecine moderne a vaincu de nombreuses maladies qui ont tué des millions de personnes dans l'Antiquité. Les systèmes de santé publique surveillent les épidémies et coordonnent les réponses. Les codes du bâtiment imposent le chauffage, la ventilation et l'assainissement. Pourtant, les schémas fondamentaux persistent. Les maladies saisonnières restent une réalité. La grippe atteint son pic chaque hiver, tuant des dizaines de milliers de personnes dans le monde malgré les vaccins et les antiviraux. L'inégalité en matière de logement et de chauffage continue de déterminer qui survit au froid. Les populations sans abri dans les villes contemporaines font face à une exposition hivernale qui rappelle celle des citoyens les plus pauvres de Rome. Les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, rendues visibles par les récentes perturbations mondiales, font écho à la dépendance de Rome vis-à-vis des livraisons de céréales. Les impacts du changement climatique sur la santé, déjà visibles dans l'évolution des schémas de maladies et les événements météorologiques extrêmes, sont parallèles aux liens entre climat et peste que nous avons examinés. Ce qui diffère fondamentalement, c'est la connaissance et la capacité. Les sociétés modernes comprennent la transmission des maladies et peuvent développer des vaccins, des antibiotiques et des antiviraux. Nous comprenons le rôle de la nutrition dans la santé. La technologie de chauffage fournit de la chaleur sans pollution intérieure mortelle. Les réseaux mondiaux de communication et de transport, bien que vulnérables, dépassent tout ce que les Romains pouvaient imaginer. Néanmoins, l'inégalité sociale continue de déterminer la survie tout aussi puissamment que dans l'Antiquité. La pandémie de Covid-19 a démontré comment la maladie affecte de manière disproportionnée les pauvres, ceux qui vivent dans la promiscuité, dans des logements précaires, et ceux qui ne peuvent éviter l'exposition en travaillant. Les visages changent, la technologie progresse, mais les dynamiques sous-jacentes de qui vit et qui meurt restent troublantes de constance. L'histoire se souvient des batailles, des empereurs et des conquêtes. Cannes, Actium et Andrinople apparaissent dans les manuels scolaires. Auguste, Trajan et Constantin deviennent des noms familiers. La Pax Romana, le droit romain et les merveilles architecturales comme le Panthéon représentent l'héritage de Rome. Ce que l'histoire oublie, ce sont les 40% de soldats morts de dysenterie et de pneumonie plutôt qu'au combat. L'enfant qui a gelé dans une chambre exiguë d'une insula. La famille qui a souffert de la faim lorsque les prix des céréales ont grimpé
pendant une pénurie d'approvisionnement hivernal. Les milliers de personnes mortes anonymement pendant les années de peste. Ces Romains, numériquement bien plus nombreux que ceux qui sont morts dans des batailles célèbres, laissent peu de traces dans les archives historiques au-delà de mentions occasionnelles dans les statistiques démographiques et les preuves archéologiques. Comprendre que les Romains étaient à la fois puissants et fragiles change notre vision de leur civilisation. Leurs merveilles d'ingénierie, des aqueducs transportant l'eau sur des dizaines de kilomètres, des routes qui restent visibles des millénaires plus tard, des ports et des phares facilitant le commerce maritime, représentaient de véritables réalisations technologiques qui ont amélioré des vies. Le système de chauffage par hypocauste, bien que disponible uniquement pour les riches, démontrait une compréhension sophistiquée de la thermodynamique. Le système d'approvisionnement en céréales de la nonne, nourrissant 1 million de personnes dans une économie pré-industrielle, montrait une capacité d'organisation que nous devrions respecter. La discipline et la logistique militaire romaine ont permis à l'Empire de projeter sa puissance sur 3 continents pendant des siècles. Ces réalisations méritent l'admiration. En même temps, les Romains ne pouvaient pas résoudre les défis fondamentaux qui ont tué des millions de personnes. Leur ingénierie ne pouvait pas éliminer la maladie des marais pontins. Leur discipline militaire ne pouvait pas vaincre l'hiver. Leur système de distribution de céréales a permis à la civilisation de fonctionner, mais l'a laissée vulnérable à toute perturbation sérieuse. La leçon s'étend au-delà de l'histoire ancienne. Les civilisations sont confrontées à des menaces systémiques qui ne peuvent être résolues par une seule intervention. Ni la conquête militaire, ni l'innovation technologique, ni la réforme politique ne suffisent à elles seules. Les défis environnementaux, les vulnérabilités épidémiologiques et les dépendances infrastructurelles créent une fragilité qui persiste même dans des sociétés apparemment puissantes. Les Romains traitaient les symptômes sans comprendre les causes profondes, car il manquait des connaissances que nous possédons maintenant. Cela soulève la question cruciale. Quels sont nos angles morts? Quelles menaces ne parvenons-nous pas à voir parce que nous n'avons pas le cadre conceptuel pour les reconnaître? Le changement climatique, la résistance aux antibiotiques, les maladies pandémiques, l'instabilité due aux inégalités. Ces défis systémiques nécessitent de comprendre les interconnexions plutôt que de traiter des problèmes isolés. Les Romains nous enseignent que la force d'une civilisation ne se mesure pas seulement en armées et en monuments, mais en résilience face aux menaces invisibles et systémiques. L'hiver testait cette résilience chaque année. Souvent, Rome réussissait le test. Parfois, pendant les années de peste et les décennies de famine, elle a failli échouer. Le fait qu'ils aient survécu aussi longtemps, face à des défis qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni contrôler pleinement, témoigne de l'adaptabilité et de la détermination humaine. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration des luttes cachées de la Rome antique. J'espère que vous avez acquis une nouvelle perspective sur l'histoire romaine, une perspective qui regarde au-delà des triomphes militaires pour comprendre les défis quotidiens de la survie qui occupaient la vie de la plupart des gens. Comprendre que la survie, et pas seulement la conquête, était le défi constant de Rome nous aide à apprécier à la fois leurs réalisations et leurs limites. Si vous avez apprécié cette exploration de la manière dont l'hiver, la maladie et la faim ont façonné le monde antique, je serais ravi que vous laissiez un j'aime à cette vidéo. La partager avec toute personne intéressée par l'histoire romaine, l'histoire de la santé publique ou la manière dont les facteurs environnementaux influencent la civilisation aiderait d'autres à découvrir ces schémas cachés. Veuillez vous abonner pour plus d'analyses approfondies sur des sujets historiques qui remettent en question les récits conventionnels et révèlent l'expérience humaine derrière les dates et les batailles. Dans les commentaires, j'aimerais savoir ce qui vous a le plus surpris. Quel parallèle voyez-vous avec les défis modernes? Comment le fait de comprendre la vulnérabilité de Rome à l'hiver
change-t-il votre perspective sur leur civilisation? Les Romains n'ont pas été vaincus par l'hiver. Ils y ont survécu, année après année, siècle après siècle, malgré le manque de connaissances et d'outils que nous tenons pour acquis. Cette endurance pourrait être leur plus grande réussite, plus impressionnante que n'importe quelle victoire militaire ou merveille architecturale. Elle montre ce que les humains peuvent survivre quand ils le doivent, et nous rappelle que la civilisation est toujours plus fragile qu'elle n'y paraît.